Et maintenant, allons cueillir dans la nature les matériaux du futur. La perfection de la nature nous ouvre de nouveaux horizons. Chaque espèce regorge de technologies et représente un véritable catalogue de solutions. Une sorte de guide pour nous tous. Le terme biomimicrie, en français biomimétisme, vient du grec ancien et signifie imitation de la vie. Janine Benyus est devenue l'ambassadrice de ce mouvement aux USA. La bionique, la science qui s'en inspire, consiste à innover en observant les solutions que la nature a su perfectionner au fil de 3,8 milliards d'années d'évolution. Le biomimétisme, c'est aller chercher les idées dans la nature. Des idées qui modèlent notre planète et nous concernent tous. Les hommes produisent des substances et des matériaux qui nécessitent un nettoyage régulier. La nature applique un principe simple, l'auto-nettoyage. Nous avons principalement recours à l'énergie fossile pour produire nos matériaux. La nature utilise de l'énergie propre. Nous exploitons des minerais. La nature, pour produire ces matériaux, utilise des matières premières, de l'air et de l'eau. Nos déchets ont une durée de vie bien trop longue. Tous les autres êtres vivants respectent les cycles de la nature. Je pense que notre espèce, avec son économie, peut être bien accueillie sur Terre. Mais il nous faut apprendre, comme d'autres organismes vivants avant nous, à nous intégrer au cycle de la matière et au flux d'énergie, sans laisser derrière nous des monceaux de déchets. Les éléments naturels ont le plus souvent une surface hydrophobe. Mais certains vont bien au-delà. Voici le lotus sacré. La nature est extrêmement économe. Il n'y a rien de superflu en elle. Tout élément a sa fonction propre et en remplit même plusieurs simultanément. Originaire de Bonn, Wilhelm Bartlott n'est pas un botaniste ordinaire. Il consacre ses recherches à la surface des plantes depuis des décennies. Et voici sa grande découverte. Le principe de la feuille de lotus. Rien n'adhère à sa surface, pas plus l'eau que la colle. Son secret réside dans sa microstructure. La feuille est recouverte de microscopiques cristaux de cire. Ces pics minuscules restreignent considérablement la surface de contact entre la feuille et la goutte d'eau, qui s'écoule sans s'attarder. Reproduire cette microstructure, on n'y songeait même pas il y a quelques années encore. Quand nous avons présenté nos découvertes aux industries, nous nous sommes heurtés à un grand scepticisme. On nous a dit
On a des laboratoires avec 30 employés qui se penchent depuis 50 ans sur ces questions. Pour qui vous prenez-vous, vous, les botanistes? Vous ne connaissez absolument rien aux sciences de la matière. J'ai fini par en avoir marre, et là-dessus, nous nous sommes lancés nous-mêmes dans la conception des premières surfaces techniques. L'effet Lotus est aujourd'hui un grand classique de la bionique. Il existe un spray Lotus, ainsi que toute une gamme de produits qui s'inspirent de cette découverte, des peintures de façade aux textiles non salissants. Cette cravate est un prototype. J'aurais pu la porter, mais le temps ne s'y prête pas. Je la trempe dans l'eau et je peux la mettre aussitôt après. Depuis, d'autres chercheurs en matériaux ont développé des surfaces très robustes et résistantes à la chaleur. Démonstration avec cette cuillère. Les applications sont encore restreintes, mais si ce principe devait se généraliser, son potentiel serait considérable. Pour la seule année 2008, on a produit et jeté 12 millions de tonnes de détergents et lessives en Europe. Les plantes et les animaux n'utilisent ni détergents ni lessives, et ils ne sont pas plus sales ou plus malades pour autant. L'effet Lotus n'est que la première d'une série d'applications du biomimétisme qui pourrait changer notre quotidien. À Missoula, dans le Montana, Janine Benyus est à l'origine d'une fondation qu'elle préside. Sa mission ? Porter au public les idées inspirées de la nature. Son message tient en quelques mots. Quel que soit le problème considéré, la nature est là pour nous conseiller. La chimie verte est à l'honneur. Pourrait-on par exemple envisager une colle dénuée de solvant ? La force d'adhérence des pattes d'insectes est impressionnante. Imaginez que vous essayez de descendre une pente à 90 degrés. Regardez. Et elles sont extrêmement rapides. Quelques-unes de ces fourmis portent des larves aussi grosses que leur tête, qui représentent le tiers de leur masse corporelle. Insectes et araignées défient les lois de la gravitation. Comment font-ils pour coller à la paroi sans colle ? Cambridge, au Royaume-Uni. Dans cette université de renom, plusieurs facultés se penchent sur les enseignements de la nature. L'entomologiste Walter Federle est un chercheur réputé. Tous les insectes ont à l'extrémité des pattes 2 griffes qui leur permettent de s'agripper aux surfaces rugueuses. Et la plupart d'entre eux présentent un appendice mou ou velu entre ces griffes, qui garantit un excellent contact avec la surface. Ce sont ces organes que nous observons de très près. Cette expérience montre de quoi est capable une seule patte de coléoptère. Sous le microscope, un scarabée des rumex de 4 mm à peine. Il est sur le dos, et une de ses pattes dépasse ici, sous le point lumineux blanc du microscope. Sa patte est en contact avec une plaque de verre que l'on retire lentement. Des milliers de poils très fins créent un effet d'adhérence avec le verre. On mesure également les forces exercées sur la patte. Cet insecte peut exercer une force équivalente à 50 fois son poids en direction de l'attraction. Un seul crochet suffirait donc à supporter un poids 50 fois supérieur à celui du scarabée. Et 300 fois avec 6 pattes. La force d'adhérence du scarabée atteint presque un demi-kilo. Rien d'exceptionnel pour des insectes. Mais comment y parviennent-ils ? L'astuce, c'est qu'ils utilisent les forces de frottement qui s'exercent horizontalement à la surface pour s'accrocher, mais aussi pour se détacher. Ça fonctionne de la manière suivante. Quand l'insecte rétracte sa patte vers son corps,
Il maintient une bonne adhésion avec la surface. Alors que quand la pâte relâche son effort, voire repousse la surface, le contact s'arrête. De sorte que le scarabée n'a pas besoin de soulever la pâte, ce qui nécessiterait beaucoup d'efforts. Le mécanisme d'adhérence cesse de lui-même. Cela signifie que la pâte tient aussi longtemps que la tension s'exerce. Les forces de frottement proviennent de petits poils très fins à l'extrémité de la pâte et d'une sécrétion. Ensemble, ils créent un important frottement. Le coléoptère s'agrippe donc grâce à la transpiration de ses pattes. Le duvet de poils est si fin qu'il s'immisce dans les interstices de la feuille. Les pattes du scarabée adhèrent parfaitement à la feuille de rumex. Si on veut jouer un mauvais tour au scarabée, on peut le mettre en présence d'une surface à la structure plus fine que celle de la feuille. Sur ce papier de verre, il se retrouve systématiquement sur le dos. Il ne parvient pas à s'accrocher car les poils de ses pattes n'ont pas la taille appropriée. On pourrait s'inspirer de ce principe à des fins bien déterminées, pour écarter les insectes de surface où ils sont indésirables par exemple. Un produit anti-insecte a déjà été développé à Cambridge. En temps normal, le cafard accède sans encombre à ce morceau de pomme. En présence du produit, en revanche, il peut toujours essayer. Ce genre d'anti-insecte présenterait de nombreux avantages. Il ne comporte aucune substance nocive et ce serait un revêtement durable qui pourrait s'adapter à toutes sortes de surfaces, dans les habitations comme sur les articles ménagers. En attendant, nous n'avons rien changé à nos habitudes. Nous continuons à produire 5300 tonnes de poison biologique par an pour tenir les insectes à distance. Mais les insectes n'ont pas le monopole de l'adhérence. Le secret de ce petit gecko se loge entre ses doigts. Ni sécrétion, ni frottement. L'animal défie sans effort les lois de la gravité. Kellar Autumn, de l'université Lewis et Clark à Portland, dans l'Oregon, a percé son secret. Cette espèce est la championne universelle de l'adhérence sans colle. Au microscope électronique à balayage, Kellar Autumn a observé que les doigts du gecko sont entièrement recouverts de petits poils fins très particuliers. Les doigts du gecko présentent des millions de poils qui sont eux-mêmes scindés en milliers de plus petits poils ventouses. Cette structure est si dense que le contact se fait à un niveau atomique. Pas la moindre bulle d'air ne peut s'immiscer entre la paroi et le gecko. On est en présence d'une force que même les physiciens ne soupçonnaient pas. Nous avons établi que le gecko peut rester accroché avec une force infime qu'on appelle la force de Van der Waals. Ce genre de force n'interviennent que lorsque deux surfaces s'épousent, pour ainsi dire parfaitement. Si le gecko réussit à s'accrocher avec une force de très faible intensité, c'est grâce à ses milliards de petits poils. Il y a un seul inconvénient, et il est de taille. Une fois que le gecko s'est agrippé à la paroi, il est pratiquement impossible de lui faire lâcher prise. Je peux tirer, je ne veux pas le blesser, mais je peux tourner ce plexiglas dans tous les sens. Ce qui fonctionnait pour le scarabée n'est d'aucun secours ici. Pour détacher le gecko, le mode opératoire est tout à fait différent. Les geckos enroulent leurs doigts. Il suffit d'observer leurs doigts. Ils les recourbent sans effort à partir de leur extrémité. Ce sont les doigts les plus souples jamais vus. Ils peuvent les enrouler sur eux-mêmes. Évidemment, je ne peux pas faire la même chose avec mes doigts, mais les leurs s'enlèvent aussi facilement qu'un morceau de scotch.
Il s'accroche et se décroche en douceur. On ne peut s'empêcher d'imaginer ce que ce procédé apporterait à la nanochirurgie, où les nerfs et les vaisseaux doivent être manipulés sans faire de dégâts. Et la médecine n'est qu'un champ d'application parmi d'autres. Ce robot grimpeur, conçu à l'université californienne de Stanford, pourrait nettoyer une façade et effectuer des travaux d'entretien. Par ailleurs, de nombreux laboratoires du monde entier travaillent d'arrache-pied pour mettre au point un super adhésif. On peut imaginer des utilisations prodigieuses pour l'adhésif GECO. Par exemple, dans l'assemblage des différentes parties d'un ordinateur. Au lieu de la colle, qui empêche souvent le recyclage des composants, on utiliserait des bandes adhésives. Lorsque l'ordinateur aurait fait son temps, on le rapporterait au fabricant qui le mettrait en pièces détachées, prêtes à être réutilisées. Le principe de l'adhérence réversible est fantastique. Autre idée, des revêtements de sol posés sans colle, qui représenteraient une économie considérable de solvants. Grâce à ces nouvelles technologies de surface, le thème de l'adhérence et de la non-adhérence est abordé sous un angle tout à fait nouveau. L'exemple suivant en éclaire un autre aspect. Le but recherché est parfois de réduire les frottements entre deux surfaces. Là encore, la nature nous fournit un bel exemple à imiter. Le cinq, ou poisson des sables, est un organisme capable de nager dans le sable sans aucune friction, littéralement comme un poisson dans l'eau. Le sable du Sahara est d'une texture très grossière. Cette bouteille vient de passer une dizaine de jours enfouie dans le sable du désert. Elle est maintenant bien polie et présente des reflets jaunes. Cette couleur provient d'infimes particules minérales qui se sont incrustées dans les minuscules sillons creusés par les grains de sable. Un tel traitement serait fatal au zinc. Tout se passe comme si le verre avait été décapé à la sableuse. Le sable du Sahara est particulièrement destructeur. Ingo Reichenberg est un chercheur berlinois. Précurseur de la bionique, il a fait du Sahara son terrain d'expérimentation privilégié depuis des années. Au microscope électronique, on constate que ces grains de sable ne sont pas lisses. Ils sont saupoudrés de particules minérales, d'où l'ampleur de la friction. Mais le sable glisse sur la peau du cinq comme l'eau sur les ailes de canard. Ultra lisse, l'animal peut parcourir 1 kilomètre dans le sable pour trouver des proies. Il plonge dans le sable pour se cacher ou se protéger des températures très élevées. Sa peau écaillée reste lisse et soyeuse. Le microscope électronique révèle une surface parcourue d'innombrables nano-arêtes. Il a une astuce, ce poisson des sables. Ce sont ces arêtes transversales qui se présentent perpendiculairement au sable. Imaginons que cette pomme de terre soit un grain de sable. Je roule cette pomme de terre dans les particules minérales. On a pris des graines de pavot ici. Si je frotte cette pomme de terre contre une surface lisse, on entend distinctement les crissements produits. En revanche, si je la fais glisser sur ces arêtes,
les particules sont raclées et la pomme de terre qui représente le grain de sable est rejetée vers l'arrière avec une très faible friction. Le principe est simple et efficace. C'est comme si les grains de sable étaient nettoyés sur une micro-planche à laver. On envisage d'ores et déjà des applications techniques. Les rainures du 5 pourraient être imitées sur des films de protection qui trouveraient leur première utilisation au Sahara. On planifie actuellement la construction de gigantesques centrales solaires en Afrique du Nord. On veut installer d'immenses miroirs paraboliques dans le désert qui capteraient l'énergie solaire. Mais ces miroirs seraient naturellement à la merci des tempêtes de sable. La question de leur entretien se pose, car à la longue, le sable les salirait et les ternirait. Et on a compris que c'était la solution pour que ces miroirs résistent beaucoup plus longtemps à la saleté. Mais ce n'est pas tout. Prenons un peu de recul pour considérer le grand principe physique dont il est question, la réduction des frottements. Dans un monde mécanisé à outrance, il a un rôle primordial à jouer. Pour minimiser les frottements mécaniques qui sont responsables d'une importante et coûteuse déperdition d'énergie fossile, on a recours à des lubrifiants eux-mêmes issus du pétrole. Les engrenages qui se grippent appartiendront peut-être bientôt au passé. Un autre exemple, la bionique inspirée de la mer ou bionique marine. La navigation dépense chaque année inutilement 70 millions de tonnes de carburant. À cause de qui? Des organismes marins. La salissure qui se forme sur la coque des bateaux est une véritable nuisance. 6 mois ont suffi pour former cette croûte épaisse de coquillages et de crustacés. Les porte-conteneurs sont logés à la même enseigne. Pour lutter contre ce phénomène, on a recours à une peinture anti-fouling dont on doit régulièrement repasser une couche. Cette peinture attaque fortement les fonds marins. L'augmentation des surfaces subaquatiques est extrêmement nuisible à l'écosystème ainsi qu'à l'économie. Nous pensons avoir trouvé, et nous sommes relativement confiants à cet égard, une nouvelle stratégie pour éviter l'utilisation de peintures toxiques. Au département de bionique à l'université de Brême en Allemagne, Antonia Kessel dirige la seule filière d'études en bionique au monde. Elle s'est spécialisée dans la bionique marine. Les fonds marins révèlent que la salissure n'a pas de prise sur les poissons. Le requin en est un bon exemple. Le requin présente des caractéristiques très intéressantes. Sa peau est extrêmement élastique et elle est recouverte de petites dents très solides, dures et droites, qui sont reliées à des tiges minuscules, disposées sous l'épiderme et qui bougent indépendamment les unes des autres. Il ne s'agit pas d'écailles comme pour la plupart des poissons, mais de véritables denticules mobiles. Regardez-les de plus près et vous remarquerez qu'elles présentent une certaine rugosité à l'échelle microscopique. Si nous parvenons à reproduire à la fois la rugosité des dents et l'élasticité de la peau, nous obtiendrons un système de protection qui empêcherait notamment que des organismes marins ne se fixent sur les coques de bateaux. Sur la base de ces données, on a développé une nouvelle peinture marine. Ce produit, ainsi que d'autres actuellement à l'étude dans le monde entier, sont porteurs d'espoir.
une réduction drastique des substances polluant les eaux pourrait être obtenue. La bionique s'intéresse aussi à un autre aspect auquel notre œil est particulièrement sensible, la couleur. Dans la nature, la couleur provient soit d'un pigment, soit d'une structure. C'est le cas des ailes des papillons, qui sont souvent chatoyantes. Il a une couleur bleue étincelante, qui n'en est pas une en fait. Cette espèce qui vit dans les forêts tropicales possède sur les ailes une surface qui trompe notre œil. Le chercheur Peter Vukusits d'Exeter est un spécialiste de ce phénomène naturel. Les ailes de ces papillons comportent des structures microscopiques à plusieurs couches. Et ce sont elles qui transforment la lumière. Elles contrôlent où tombe la lumière, comment elle est reflétée et se propage. Ce phénomène extraordinaire s'appelle interférence. Prenons des rayons lumineux frappant une nappe de pétrole, représentée ici en blanc. Ils se décomposent en plusieurs longueurs d'onde. Dans notre exemple, seule la longueur d'onde correspondant au bleu est relayée et reflétée à plusieurs reprises par les différentes couches. En théorie du moins, c'est ce qui explique l'effet optique sur une couleur transparente. Mais qu'en est-il des ailes bleues du papillon ? J'ai observé une aile au microscope électronique. À première vue, les écailles étaient comme celles de tous les autres papillons. En zoomant cependant, j'ai pu voir la ligne de cassure d'une écaille brisée. Et là, directement sous les petits sillons, se logeaient des structures tridimensionnelles. Emprisonnées dans de telles structures, les ondes électromagnétiques, dont la lumière fait partie, sont soit absorbées, soit déviées, soit reflétées. On obtient ainsi des interférences complexes connues sous le nom d'iridescence. Ce n'est que depuis les années 1980 que la physique théorique a percé le mystère de l'interaction entre la matière et la lumière dans de telles nanostructures. Mais il a fallu se rendre à l'évidence. La nature nous avait devancés. Le phénomène existait déjà dans le monde minéral, avec la roche anorthosite notamment. Et dans le règne animal sur la carapace de nombreux insectes. Cela facilite leur camouflage. Par ailleurs, les biologistes pensent que les insectes identifient plus facilement leurs partenaires sexuels dans l'enchevêtrement des champs ou de la forêt grâce à la réflexion de la lumière. Leurs yeux sont en outre dotés de récepteurs appropriés. Ainsi, ils restent invisibles à ceux de leurs prédateurs, mais visibles aux yeux de leurs semblables. Comment exploiter cette caractéristique des papillons ? À Cambridge, des chercheurs en sciences de la matière s'y emploient et conçoivent des surfaces micrométriques et nanométriques en salle blanche pour éviter toute introduction de poussière. Dans un premier temps, il a fallu mettre au point une machine capable de produire des surfaces de l'ordre du millionième de millimètre. Cette machine dispose plusieurs couches de matériaux les unes sur les autres, à l'échelle moléculaire. On obtient une surface en millefeuille. Voici le premier échantillon élaboré par la machine. Au microscope, sa couleur oscille entre le bleu et le vert, comme l'original. Quelle peut bien être l'utilité de telles surfaces ? On peut se servir de ces structures pour dissimuler des images microscopiques ou créer des jeux de couleurs invisibles à l'œil nu. Chaque anfractuosité peut ainsi être enregistrée comme un point lumineux, exactement comme les pixels d'un appareil photo numérique. En outre, ces millefeuilles nanométriques peuvent être manipulées à l'envie. Des impressions de sauts ou d'images à échelle très réduite pourraient être effectuées. Voici un exemple témoin élaboré à partir de cette technologie et inspiré des armoiries de Cambridge.
La copie microscopique est rouge aussi. Autrement dit, les chercheurs maîtrisent si bien la couleur structurelle qu'ils sont à même de la manipuler. Le premier prototype était effectivement bleu et vert, comme l'aile du papillon. Ces images sont difficiles à reproduire, d'où l'idée d'un nano-seau. Tous ces aspects sont intéressants pour la sécurité de l'impression et la protection contre la falsification, car ces couleurs sont très intenses, très variables. En outre, avec un équipement approprié, on peut voir des couleurs invisibles à l'œil nu. On peut également envisager de rendre ces structures flexibles. Le problème qui se pose à nous est qu'elles sont encore relativement fragiles. Si on veut les voir figurer un jour sur des billets de banque, il va falloir les rendre plus souples afin qu'on puisse plier les billets. La technique des surfaces est l'enjeu de grandes ambitions. Chercheurs et industriels savent que les micro- et nanostructures recèlent un immense potentiel. Ces couleurs nous donnent la possibilité de créer d'importants contrastes. Et cette caractéristique joue un rôle dans de nombreux domaines. Ça peut s'appliquer aux peintures sur différents articles de consommation, les voitures notamment. On en trouve déjà sur le marché, des voitures qui semblent changer de couleur quand elles passent sous nos yeux. Le bleu devient rouge. Des petits gadgets amusants, en somme. Au lieu de pigments, ce sont des particules qui sont responsables de cet effet bicolore. Le principe fondamental est que l'on n'a pas besoin de pigments chimiques pour obtenir une couleur. Vous pouvez empiler des couches transparentes selon une structure appropriée et sous la lumière, vous aurez l'impression de percevoir une couleur. En modifiant l'agencement de la structure, vous en changerez également la couleur. C'est un principe absolument novateur dans l'industrie textile, par exemple. On sait désormais que l'on peut renoncer aux pigments toxiques tout en conservant les couleurs. On peut même aller plus loin. L'avenir réside peut-être dans la combinaison des différentes technologies des surfaces. La nature en fournit des exemples. Pour l'instant, on s'est cantonné aux caractéristiques photoniques de ces structures, à leur interaction avec la lumière. Mais si ça se trouve, elles conjuguent plusieurs fonctions. Elles sont peut-être aussi auto-nettoyantes, très flexibles, ont peut-être des qualités optiques. Si tel est le cas, on pourrait s'en inspirer pour créer des couleurs résistantes aux intempéries. Il faudrait auparavant s'assurer qu'elles ne se salissent pas afin de préserver leur qualité optique. Tous ces exemples ouvrent des horizons. Ils se concrétiseront probablement grâce aux technologies clés du XXIe siècle, comme la nanotechnologie. Bien sûr, la route est encore longue, mais les laboratoires produisent de plus en plus de nouveaux matériaux aux caractéristiques étonnantes. La maîtrise de l'infiniment petit pourrait aussi permettre à notre civilisation de franchir un pas décisif. Pendant très très longtemps, on a récolté les produits de la nature et on a parfois exagéré. Il y a environ 10 000 ans, nous avons domestiqué les organismes. Au lieu d'aller à la chasse pour trouver du miel, nous avons regroupé et domestiqué les abeilles. Nous abordons désormais une ère nouvelle. Au lieu de récolter le produit ou d'élever et de domestiquer le producteur, nous sommes nous-mêmes devenus les producteurs du produit. Un exemple. Au lieu de porter les peaux et les fourrures des animaux, nous les tondons et faisons de la laine. L'étape suivante consiste à produire nous-mêmes les fibres de laine. Et nous le faisons déjà, en fabriquant des fibres textiles à partir du pétrole, le nylon ou le tergal. Il existe aujourd'hui une multitude de fibres qui imitent les qualités les plus variées de la nature. A-t-on là déjà affaire au biomimétisme ? Dans la branche des textiles d'extérieur, on est très innovant. On développe ici des fibres synthétiques dotées de qualités bioniques. L'expert en la matière, Walter Zock,
se penche sur des exemples de textiles inspirés du génie de la nature. Il enseigne à l'école professionnelle textile de Zurich. Deux fabricants de tricots synthétiques passent sous la loupe. Ils mettent en avant de nouvelles découvertes scientifiques pour faire leur publicité. Tous deux se réfèrent au même animal providentiel, le castor. Le pelage du castor est exceptionnel à plus d'un titre. Il est imperméable et possède une couche supérieure de longs poils drus et denses. Les poils, de 5 à 6 cm de long, sont en forme de fer de lance, plats et pointus. Le pelage extérieur du castor est si dense que l'eau ne peut pas atteindre le duvet intérieur. Il présente encore un autre avantage. Il tient chaud, même dans l'eau glacée. Et cela grâce au sous-poil qui se trouve directement sous les poils de jarre. Ce duvet extrêmement dense a longtemps fait du castor une proie de choix pour les fourreurs. Il compte jusqu'à 23 000 poils par centimètre carré et l'air isolant s'y niche particulièrement bien. Les poils du duvet, qui mesurent de 7 à 12 microns, sont aussi fins que ceux de la laine mérinos ou du cachemire. Les tissus bioniques sont-ils réellement aussi performants que le pelage du castor? Le premier vêtement est une veste d'extérieur molletonnée, légère et volumineuse, partiellement imperméable. Le deuxième est un tricot, anti-transpirant, adapté au sport comme le jogging ou le ski de fond. Quelle est la première impression de Walter Zock? Le pelage du castor qui survit en milieu froid et humide est-il un modèle approprié? En principe, oui. À bien y regarder, on constate que le castor ne transpire pas. Son pelage lui permet de s'isoler du froid autant que du chaud. Manifestement, seules quelques qualités du castor sont copiées. La description du produit fait valoir dans un cas des fibres synthétiques extrêmement fines, comparables à la structure du duvet de castor. Avec le concours d'un institut d'expérimentation du textile, Walter Zock analyse les deux échantillons de tissu au microscope électronique. Voici la veste molletonnée grossie 1200 fois. On constate que les fibres présentent des microsillons. C'est là qu'on trouve la nouveauté, probablement. Dans ces infimes sillons qu'on voit là, l'eau, c'est-à-dire la sueur ou la vapeur, peut très bien se loger. La fibre synthétique transporte aussi la sueur, mais aucune commune mesure avec la perfection de l'original. Il en va autrement de l'autre tissu, dont la structure est beaucoup plus fine. Ce que je vois ici, c'est que les fibres sont pêle-mêle et qu'elles constituent pratiquement la copie conforme de la toison du castor. Et en effet, on retrouve l'original dans la copie. Alors que le tissu de la veste molletonnée obéit à d'autres règles. Toujours est-il que les deux échantillons de vêtements sont parfaitement adaptés au sport dans la nature par temps froid. Les fibres synthétiques acheminent la transpiration tout en tenant chaud, comme de nombreux autres vêtements de sport sur lesquels ne figure pas l'étiquette bionique. Le produit me paraît tout à fait convenable. Mais la publicité est un peu exagérée. Il faudrait peut-être en faire un peu moins. La nature se vend bien.
Le castor au pelage douillet, ça prend. Mais l'industrie textile ne s'en tient pas là. Rudi Stolz pratique les sports de montagne depuis 40 ans et commercialise les vêtements adéquats. Il a vu défiler un certain nombre de modes. Nous lui demandons ce qui se vend le mieux. En ce moment, la nature, la laine et encore la laine. Plus précisément, les sous-vêtements en laine de mérinos, produite à partir d'une matière première naturelle et non de pétrole. Le biomimétisme attend d'un produit qu'il s'inscrive dans la durée. Mais suffit-il de copier les qualités du vivant pour avoir la garantie que l'on s'appuie sur des principes durables ? Le potentiel est important, c'est indéniable. Tous les modèles dont nous nous inspirons sont exemplaires en termes de durabilité, du moins en ce qui concerne les ressources. Les millions d'êtres vivants de notre planète ne sont peut-être pas tous des champions de l'optimisation des ressources, mais tous peuvent nous apprendre quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous en tirons est durable. Loin s'en faut. Le fait de sélectionner certains aspects de la nature et de les exploiter à des fins lucratives présente un danger. Celui de mettre à mal la nature au nom de la nature. Qu'est-ce qui nous certifie que nous ne serons pas encore plus nuisibles que nous ne le sommes déjà en puisant des idées dans la nature ? Comme pour toutes les technologies qui peuvent être appliquées pour le meilleur et pour le pire, les débats, l'éthique et les règles définies ne suffiront pas à nous protéger. Ce qu'il faut avant toute chose, c'est connaître et comprendre toutes les facettes d'un organisme. Si nous le considérons dans son environnement, nous éviterons peut-être de ne retenir de lui que cette qualité particulière qui nous permettra d'en tirer profit. La soie ultra résistante produite par les araignées ou les vers à soie est considérée comme un des miracles de la nature. Sa fabrication passe par un procédé très sophistiqué. Elles ont quelque chose d'absolument étonnant et de très élaboré. C'est cet appareil à tisser microscopique ici. Tu ne vas quand même pas me mordre, non ? Il y a 7 petits appareils de la sorte qui produisent un matériau extrêmement sophistiqué dans le plus grand respect des principes écologiques. Le seul solvant qu'elles utilisent est de l'eau. Pas de solvant toxique ou d'acide sulfurique concentré qu'on retrouve dans certains plastiques fabriqués par l'homme. Ce matériau est biodégradable. Pas sur mon visage, s'il te plaît, merci. Et quand il se décompose, il forme un engrais biodégradable. De nombreux ingénieurs cherchent à concevoir des toiles d'araignée synthétiques, surtout pour des raisons écologiques. Dans ce laboratoire à Oxford, les araignées sont pour ainsi dire pressées comme des citrons pour livrer leurs secrets. Une araignée a plusieurs glandes, d'où sortent des fils de différentes épaisseurs. Ici, il y en a 4 qu'on peut combiner de différentes sortes. Si l'on devait faire un t-shirt à partir du plus solide d'entre eux, nul doute qu'il serait à l'épreuve des balles. Les fils d'araignée sont constitués d'un mélange de différentes protéines, contrairement à nos fils polymères qui proviennent du carbone fossile. Pour David Knight, les choses sont claires. Pour fabriquer un fil aussi solide que celui de l'araignée, il faut procéder comme l'araignée. Son dispositif expérimental ne ressemble guère à une araignée, mais il en reproduit néanmoins les grands principes. Un résultat encourageant est déjà en vue. David Knight tire délicatement un morceau du fil d'araignée synthétique. L'opération est périlleuse, car le fil peut encore rompre à tout moment. Quand ce procédé sera technologiquement au point, un marché important s'ouvrira aux ingénieurs.
Nous avons là une fibre qui présente un intérêt primordial pour la médecine. Pour fabriquer des bandages ou des prothèses ligamentaires, pour soigner les hernies ou tout autre tissu endommagé. Les possibilités sont immenses. Pourquoi la médecine, justement? Surtout parce que les fils d'araignée sont constitués de protéines biologiques qui ne sont pas nocives pour nous et sont compatibles avec le corps humain. Si nous parvenons un jour à reproduire parfaitement l'original, nous disposerons d'une technologie naturelle intégrée dans le cycle de la matière et qui pourra être exploitée dans la fabrication de nombreux produits. Dans l'industrie textile, par exemple. Pour ce faire, il faudra trouver un terrain d'entente entre les connaissances des biologistes et les exigences de l'industrie. À l'occasion de conférences, par exemple, dans lesquelles des spécialistes de disciplines les plus variées prennent place autour de la même table. Vous ne développez pas forcément un produit, mais un service. Le biomimétisme n'est pas au service d'un seul domaine. Tous les professionnels peuvent en tirer des enseignements, qu'ils soient créateurs industriels ou architectes, politiques ou experts de l'administration. Tous ces gens doivent savoir qu'il existe une autre approche pour innover. Elle tient en une question toute simple. Comment la nature ferait-elle ce que je suis en train de faire? Et puis-je m'adresser à un biologiste pour avoir plus d'inspiration? Je pense que cette démarche est appelée à devenir naturelle dans notre façon d'inventer. L'un des sujets récurrents dans le biomimétisme est le cycle de la matière. Des matières premières sans extraction. Je viens du Montana, un État minier. Nous avons traversé 50 ans d'exploitation du sous-sol dans la douleur. Et j'ai hâte de nous voir passer à autre chose. Quand les hommes se lancent dans la production, ils commencent par extraire la matière première de la Terre. Les composants microélectroniques contiennent jusqu'à 50 métaux différents. Or, ces derniers sont en voie d'épuisement. Le biomimétisme cherche à en éviter l'utilisation. Autre exigence posée aux produits bioniques, une faible consommation d'énergie. Aujourd'hui encore, notre industrie fonctionne à grand renfort d'énergie fossile, qui n'est autre que de l'énergie solaire accumulée dans la Terre depuis des millions et des millions d'années. Il est rare qu'un produit soit désassemblé en fin de vie pour réintégrer le cycle de la matière. Nous sommes complètement désemparés devant l'ampleur des catastrophes que nous avons nous-mêmes orchestrées. Ça nous rend humbles, mais en même temps impatients de découvrir des manières de s'en sortir. Je pense que la nature recèle toute une palette de solutions qui bénéficient d'une confiance universelle. Quelle que soit votre culture d'origine, c'est prouvé. La vie est un truc qui fonctionne. La bionique et le biomimétisme sont partis d'un rêve de l'homme, celui de voler, de dépasser ses limites et d'une admiration sans borne pour la perfection et la sophistication du monde du vivant. Depuis, la bionique a été reconnue en tant que science. C'est une voie parmi d'autres pour créer des produits innovants et de meilleure qualité. Au
fond, tout ce que l'on construit peut être inspiré du génie de la nature. Le biomimétisme ne saurait cependant être réduit à un simple outil. La nature ne se borne pas à construire. Elle communique, elle programme, elle calcule. Nous en tirons de nombreux avantages pour nos produits, la production d'énergie et même pour nos formes d'organisation. Bref, pour l'ensemble de notre mode de vie. Nous découvrons la nature à une petite échelle et tâchons de l'imiter. Nous avons de nouveaux outils entre nos mains que nous devons manipuler d'une manière responsable. Plus qu'une méthode, le biomimétisme est une philosophie, une tentative de profiter de ce que nous apporte la nature, mais autrement et sans la détruire. C'est une industrie verte. Un autre constat s'impose. Nous avons toujours fait une distinction très nette entre la nature tour à tour cruelle et romantique et l'homo sapiens, intelligent et avisé. Le moment est venu de remettre en question cette conception. Il faut que nous comprenions que nous faisons partie de la nature et qu'à ce titre, nous sommes soumis aux mêmes règles qu'elle. Il y a des principes, des normes, des modes de fonctionnement qui ont été observés par la nature pendant des milliards d'années. Nous ne pouvons pas nous en affranchir. Nous aussi, nous devons nous plier à la sélection naturelle. Nos technologies seront jugées plus ou moins bien adaptées. Soit elles soutiennent la vie, soit elles la détruisent. C'est à nous de choisir. À nous de voir si nous voulons changer les choses en bien plutôt qu'en mal. Chacun doit décider pour lui-même. Mais quoi qu'il en soit, les raisons d'espérer sont bien là. La semaine prochaine, notre documentaire scientifique tentera de percer les secrets de la gravité.